Salut à tous. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec la société Saint-Gobain. Saint-Gobain, le Saint-Gobain qui fait les miroirs des télescopes. Ouais, ce Saint-Gobain-là, oui. Le Saint-Gobain qui a été fondé par Colbert à l'époque du château de Versailles, ce Saint-Gobain-là. Ouais, celui-là. Ah, ok. Non mais par contre, l'écran noir, c'est pas un peu relou là? Mais ça va, il y en a que pour quelques secondes, du calme, c'est bon quoi. Et du coup, il y a une raison pour bosser avec Saint-Gobain sur cette vidéo ou juste tu balances ça comme ça avant que ça commence et puis on n'en parle plus? Non mais soyez patient, évidemment que je vais expliquer, je vais justement annoncer le sujet. Ah mais c'est cool, on va parler de quoi du coup? On va parler des miroirs des télescopes, on va parler des objectifs des rovers sur la planète Mars, on parle de quoi? Salut à tous, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment votre réveil arrive à vous réveiller? Donc, la question à laquelle on répond aujourd'hui, c'est comment est-ce que votre réveil peut vous réveiller? Attends, mais c'est complètement comme question. Alors déjà, ça n'existe pas, les questions. Ah si, ça existe, les questions. Non, je regrette, ça n'existe pas, les questions. Est-ce qu'un chou-fleur parle correctement l'allemand? Bon, ok, ça existe, les questions. Alors, oui, ça existe, les questions idiotes, mais celle-ci est vraiment loin d'être... Ok, bah c'est le bruit du réveil qui nous réveille, voilà. Ça va, c'était plutôt tranquille comme épisode? Surtout pour un épisode sponsor, bravo. Alors... oui, mais non. Oui, évidemment que c'est le bruit du réveil qui nous réveille, mais il y a plus. Ah, et oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dort, nos sens ne sont pas à l'arrêt complet. Ils sont en veille. Sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, ils sont, si vous voulez, à l'écoute. Oui, bah, c'est ce que... Du coup, oui, pendant qu'on dort, un bruit net, ça peut nous réveiller de la même manière qu'une lumière éblouissante, même à travers les paupières fermées, ou quelqu'un qui nous secourait par les épaules. Mais il y a des études qui ont montré que notre cerveau n'était pas simplement attentif aux ruptures pendant le sommeil. Non, en réalité, il fait bien plus que ça. Il est attentif, il classe les différentes perceptions et il les discrimine pour déterminer s'il y en a qui sont susceptibles ou pas de nous réveiller. Notamment, il y a des équipes du CNRS et de l'ENS Paris, en collaboration avec l'Université australienne Monash, qui ont déterminé que on se réveille plus facilement quand on entend son propre prénom que quand on entend le prénom de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, les gars, ils vont voir Roger pendant qu'il dort et lui disent « Hey, Roger, Roger !» Roger se réveille, ils disent « Hey, Jean-Michel, Jean-Michel !» et il ne se réveille pas. D'une certaine manière, oui, on a répondu à la question, donc l'épisode est terminé, c'était plutôt tranquille. Lâchez votre pouce bleu, vos commentaires, votre partage, votre like, tout ce qui va bien. Sauf qu'il y a plus, parce que ça soulève d'autres questions. C'est pour ça que je disais oui, mais non. Pour certains sens, par exemple pour la vue, si vous décidez de ne pas voir quelque chose, vous pouvez fermer les yeux, vous avez des paupières. Si vous voulez pas toucher un truc, il suffit de ne pas le toucher. Si vous voulez ne pas sentir une odeur, vous pouvez arrêter de respirer pendant un instant. Voilà. Mais pour Louis, il n'y a pas de paupières pour les oreilles. Vous ne pouvez pas arrêter Louis, ne fût-ce qu'un simple instant. Ne fût-ce qu'un simple instant. Attends, Saint-Gobain quand même. Bah, Saint-Gobain quand même, oui. Mais alors justement, du coup, quel rapport avec Saint-Gobain? Bah, le rapport avec Saint-Gobain, j'y viens, c'est que parmi les métiers de Saint-Gobain, il y a toute une branche qui s'occupe de matériaux et de bâtiments. Et notamment, il y a une question qui les importe énormément, qui est la question de l'isolation, que ce soit l'isolation thermique, mais également l'isolation phonique. Ce qui fait qu'ils ont des centres de recherche, des chercheurs, des acousticiens, des gens qui savent de quoi ils parlent, pour parler de l'impact du bruit et de la pollution sonore sur la santé, sur le corps humain. Ah mais donc on ne parle pas du tout de télescope en fait. Non mais j'ai pu visiter leur Domolab, qui est en fait un lieu qui est dédié justement à percevoir l'impact au niveau sensoriel de tout ce qui est justement matériaux, textures, etc. Donc il y a des choses qui sont faites vraiment pour la vue, il y a des choses qui sont faites pour tout ce qui concerne le thermique, mais il y a des choses qui sont faites pour ce qui concerne l'ouïe. J'ai pu rencontrer un acousticien de chez Saint-Gobain avec qui on a discuté. La première question que je lui ai posée, qui est la question la plus basique du monde, mais que quand on n'est pas acousticien, on n'a pas la bonne réponse à cette question, c'est quoi la pollution sonore dans un milieu urbain? Alors voilà, dans notre domaine, on parle essentiellement de deux types de bruits. Les bruits aériens avec le transport, l'automobile, les avions, les voitures, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et puis après, les solidiens, tout ce qui est bruit de chute d'objets ou des éléments qu'on va déplacer sur le sol qui vont se transmettre de manière solidienne par les bâtiments, les murs, les plafonds et ces choses-là. Et oui, parce que le son se transmet à travers les solides également. D'ailleurs, je vous affiche quelques infos, c'est-à-dire que c'est pas dégueulasse. Par exemple, le son à travers le béton, il se propage bien. Et donc, il y a ces deux grandeurs physiques de son, de type de son que l'on est amené à écouter avec nos oreilles et ressentir avec notre corps. Tous ceux qui ont vécu en appartement connaissent ce problème. À un moment donné, vous avez un voisin qui fait du bruit. Soit il fait des travaux, soit il s'engueule, soit il fait des exercices de guitare, genre, peu importe, il fait du bruit. Et vous êtes là comme un c***, à se dire,
Il est où ce Et vous ne savez pas. Vous êtes persuadé que ça vient de là, alors qu'en fait, le voisin, il est 3 étages au-dessus de ce côté-là. D'abord, est-ce qu'il y a une méthode pour savoir d'où ça vient? Parce que des fois, on crapahute dans l'immeuble à essayer de comprendre, et on comprend rien. Et de deux, comment est-ce qu'on se protège contre ça? Alors il y a un outil qui est très simple que moi j'utilise. Alors il y a bien sûr pour les professionnels, les experts acousticiens, on a des sonomètres, des appareils qui sont très compliqués à utiliser, mais on a un super outil que moi j'appelle le stéthoscope de l'acousticien. C'est un bout de tuyau d'arrosage que vous prenez qui fait 1 mètre, 1 mètre 50 de long. Vous le disposez à l'oreille comme ça et vous allez pouvoir chercher la fuite acoustique. Donc ça c'est la première chose, c'est la fuite sous la porte, c'est la fuite par la VMC, c'est la fuite par la fenêtre ou des choses comme ça. Mais par contre, pour essayer de voir d'où vient le bruit, il y a notre superbe outil de mesure qui est l'oreille. Et là, vous disposez la même oreille, si possible, sur chacune des parois vis-à-vis du voisin. C'est-à-dire qu'on va bien sûr penser, et c'est parfois une erreur, on va penser que le bruit ne vient que de la pièce qui sépare les deux logements. Alors ça, oui, effectivement, c'est une faiblesse. Mais après, il faut regarder si on n'a pas ce qu'on appelle des transmissions latérales, si les autres parois, alors pour les façades, pour les cloisons intérieures, pour le sol, c'est assez facile d'aller mettre son oreille un peu sur cette paroi-là. Par contre, il y en a une paroi qui est un peu plus complexe, c'est le plafond, c'est un peu plus dur. Mais alors, il y a une petite technique aussi, c'est de déposer les doigts, mais de manière vraiment à effleurer les parois. Et on ressent ces vibrations, notre corps est capable de ressentir ces vibrations. Et voilà, et on va essayer de hiérarchiser les chemins de propagation, donc les fameuses transmissions latérales. Quand je suis chez moi, si j'ai pas la télé allumée, tout ça, c'est calme, il n'y a pas de bruit. Est-ce que c'est silencieux chez moi? Et non, le silence n'existe pas. Le 0 dB, si on peut l'appeler comme ça, le 0 dB n'existe pas. Même dans une forêt avec une légère brise, il va y avoir quelques dB. On estime qu'on va commencer à être dérangé, notamment par rapport au sommeil, à partir de 25 dB. Donc si vous êtes dans un logement, quel qu'il soit, peu importe sa date de construction, on a au moins 25, 30, 35 dB selon l'environnement dans lequel on est, sans la télé. Un son trop fort, ça attaque les tympans. Mais il y a une autre question qui se pose. Quand vous avez un son qui n'est pas trop fort, mais qui dure. C'est la problématique de l'acoustique, donc on l'a évoqué tout à l'heure, on parle de fréquences, là, les bruits forts ou hauts, élevés, bas, donc ça c'est les basses fréquences, moyennes fréquences et hautes fréquences. Mais il y a aussi le niveau sonore, on l'a évoqué tout à l'heure sur le nombre de dB, mais il y a un troisième paramètre qu'on oublie souvent, c'est la durée. Donc effectivement, il y a cette notion à prendre en compte, c'est ce qu'on va appeler la fatigue auditive. Et si on entend un bruit très élevé, 80, 100 dB, pendant 1 ou 2 minutes, ça va aller, notre oreille va récupérer, elle va se reposer, c'est comme une espèce de muscle, elle va récupérer son état initial. Par contre, si ce bruit, qui va être à 70, 80 dB, comme dans un environnement très urbain avec des voitures, des trains ou des avions, si on l'entend pendant 6 heures, 8 heures, 10 heures, notre oreille se fatigue. Et donc, il y a cette grandeur de durée qui va amener de la fatigue et du stress, parce qu'on va mal le vivre avec notre corps. Alors ça, c'est la première partie de la réponse à la question. Mais il y a aussi la deuxième partie qui est, on parlait des moyennes et hautes fréquences, spectre de la parole, des bruits de voitures, de freinage, des choses comme ça. Mais il y a aussi les basses fréquences. Alors ça, malheureusement, quelque chose qui n'est pas trop mesurable parce que compliqué voilà, dans le protocole entre guillemets métrologique. Mais par contre, c'est les basses fréquences que notre corps, lui, va ressentir. Et ce corps, qui est un superbe capteur de basses fréquences, eh bien notre corps va le ressentir, nos viscères vont les ressentir, et tout ça va faire que, là aussi, on va avoir une fatigue au niveau auditif. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas eu l'occasion de parler sur cette chaîne. C'est effectivement, c'est-à-dire qu'on n'entend pas uniquement avec nos oreilles. Les infrabasses, effectivement, on ne s'en rend pas compte, mais on les entend, on les ressent physiquement, parce que ce sont des vibrations, en fait. Ce sont des vibrations qu'on ressent sans les ressentir vraiment consciemment. Disons qu'on en ressent les effets, en fait, si vous voulez. Voilà. Alors, il y a ce qu'on appelle lié au bruit, alors, pas forcément associé alors, pour le grand public, la notion de stress et de fatigue et des maladies cardiovasculaires à cause du bruit. Et ça, effectivement, c'est un peu cette histoire de niveau sonore. Donc, des niveaux sonores, il ne faut pas trop en avoir. Enfin, voilà, on parle des fameux 105 dB dans les boîtes de nuit ou des choses comme ça. Ça, c'est qu'effectivement, c'est pour protéger notre appareil, notre oreille. Et effectivement, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment l'oreille, la cochlée fonctionne, mais ces petits cils qui nous détectent si c'est des basses fréquences, moyennes fréquences et hautes fréquences, et si c'est 50 dB, 80 dB ou 100 dB, eh bien ces petits cils, c'est comme des petits muscles. Si on les abîme, on les casse, et au bout de quelques années, on n'entend plus. Donc il faut protéger cet aspect-là. Mais aussi ce que l'on ressent
le fait que notre oreille soit toujours attentive, contrairement aux yeux où, quand il y a un peu trop de lumière, on met soit des lunettes ou on ferme nos paupières. Là, l'oreille, sans cesse, elle est dérangée, elle est agressée. Et donc, il faut prendre en compte cette dimension-là. Et le corps ne le ressent pas forcément, mais c'est ces agressions au niveau médical. Donc, effectivement, il y a le stress, parce qu'on ne se repose pas. On évoquait tout à l'heure la dimension de ces 25 dB où, pour bien dormir, il faut être en dessous de 25 dB. Eh bien, si tous les jours, vous êtes à un niveau élevé, il y a cette fatigue et ça va amener des problématiques de perte d'attention aussi. On peut aussi l'évoquer pour la problématique des écoles. Si vous êtes dans un environnement très bruyant, eh bien, cette fatigue auditive, un mauvais traitement dans la salle de classe ou alors un brouhaha important va faire que vous n'aurez pas la bonne attention pour bien entendre. Et là, on va avoir une perte de faculté à bien apprendre. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à calculer, à mesurer. Ne serait-ce que pour ça, je pense que c'est important de partager ce message parce que j'avais jamais fait le lien entre le son et les maladies cardiovasculaires. En juin 2016, ça a été diffusé par le Conseil national du bruit, à la demande de l'ADEME et du Conseil national du bruit. On a diffusé une enquête à propos du coût social du bruit en France. Ça représente 57 milliards d'euros par an pour l'État français à devoir gérer les problèmes liés au bruit. Effectivement, il y a un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, c'est que pour la vue, on a des paupières. C'est-à-dire qu'on peut se protéger naturellement. Pour Louis, on ne peut pas se protéger naturellement à part mettre ses mains. Un casque ou des boules qui ou des choses comme ça. Alors, alors j'explique toujours ça pour expliquer quand même, et puis moi je le dis, on peut pratiquement aujourd'hui tout changer au niveau de la maintenance du corps humain. On peut arriver à faire des greffes d'organes, on peut changer telle os par une partie métallique ou plastique ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas remplacer la cochlée. Donc la cochlée, c'est, je veux dire, la partie hardware de notre oreille. La partie software, entre guillemets, j'avais envie de dire, c'est les osselets, c'est le tympan. Le tympan, on se le perce, hop, on le répare, il cicatrise tout seul. Les osselets, il y en a un qui est cassé, hop, on ouvre le tympan, on change l'osselet qui est cassé, le marteau, l'enclume ou autre. Voilà, ça on sait faire ça. Par contre, ce qui est derrière, le post-traitement, donc là c'est la partie mécanique, et la partie électronique ou électrique, ça on ne sait pas faire aujourd'hui. On ne sait pas le remplacer, le changer. Et je le dis aussi pour montrer aux jeunes, notamment pour la sensibilisation à se protéger quand ils ont leur casque ou ils mettent la musique à fond, c'est que la cochlée est dans l'os du corps humain le plus solide. Il s'appelle le rocher. C'est celui que vous sentez quand vous appuyez derrière votre oreille. C'est l'os le plus costaud du corps humain. Et c'est quand même bizarre. Pourquoi on a fait ça? Parce que l'oreille est très sensible, l'oreille, la cochlée est très très fragile. C'est quelque chose qu'il faut protéger absolument. Et donc, prenez garde à ces oreilles parce qu'on n'en a qu'une paire. Premier organe qui est en on quand on est, dernier organe qui s'éteint quand on meurt. Là aussi, c'est pour dire aussi, le cœur s'arrête avant l'oreille. Et alors maintenant, il y a une question qui est logique de se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cet impact-là sur la santé? Alors, évidemment, on peut avoir des habitations ou des bureaux qui sont mieux isolés. Des bureaux avec plusieurs personnes, eh bien là, on va privilégier certaines conversations et donc on va avoir des matériaux qui vont diffuser, diffracter le signal sonore, comme là on est en train de le faire, il y a ce qui sort directement de ma bouche et puis nos oreilles tout autour. Mais si je veux que le signal aille plus vite ou au contraire n'aille pas jusqu'aux oreilles là-bas, eh bien je vais mettre des parois qui vont diffracter ou diffuser ou au contraire bloquer, donc je vais mettre de l'isolation ou absorber. J'absorbe les sons et comme ça, je suis sûr qu'il ne sera pas propagé dans le volume dans lequel je me trouve. Mais il y a aussi d'autres méthodes qui vraiment ne nécessitent pas de travaux particuliers et qui peuvent être un peu surprenants, je dois dire, quand on l'entend comme ça pour la première fois, ça fait bizarre. Je vous le dis, ça fait bizarre. Par exemple, apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère, ça réduit l'impact de la pollution sonore sur la santé. Alors précisément, c'est pas que ça réduit l'impact dans le sens où, si vous voulez, à un moment donné, si vous bouffez des infrabasses ou des sons trop violents, ça va vous ruiner l'audition de toute façon. Mais le fait d'apprendre une langue étrangère, ou même d'apprendre un instrument de musique, pour le coup, pas aux écouteurs super forts, mais d'apprendre un instrument de musique, ça tonifie votre audition. Et le fait de tonifier votre audition va habituer votre cerveau à mieux discriminer les sons. Pour ce qui est de l'impact de la pollution sonore sur l'audition, et je précise sur l'audition uniquement,
Par exemple, au niveau du cerveau, vous avez des connexions neuronales qui se font pour automatiser des choses. On en a déjà parlé, vidéo sur le cerveau, tout ça, mais très simplement, l'idée étant que le cerveau dépense le moins d'énergie possible pour des tâches qui sont répétitives. C'est ce qui fait par exemple que quand vous faites un trajet que vous avez l'habitude de faire, vous le faites en pilotage automatique total. Et bien, vous avez, concernant l'audition, des connexions neuronales qui se font, notamment pour vous permettre de discriminer les bruits qui sont constants. Si vous êtes 8 heures par jour à côté d'une machine qui fait le même bruit, qui fait un truc comme ça, votre cerveau, il va avoir des connexions neuronales qui vont se faire pour éluder ce son complètement. Et ça, d'une certaine manière, on va dire que, à minima, je précise, à minima, ça va réduire votre tonicité auditive. Et ce qui est dingue, c'est que ça marche tellement bien qu'on ne se rend pas compte du bruit qui nous entoure en permanence. Par exemple, là, sur cette vidéo, il y a, le son est traité. Il n'est pas super bien traité, mais le son est traité. Bon, il y a un problème acoustique qui est que ça réverbère. Donc, si je fais ça, vous l'entendez un peu trop longtemps. Mais ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment du bruit ambiant. Ce que je vais faire, c'est que pendant quelques secondes, je vais vous mettre le bruit tel qu'il est enregistré par ma caméra. Donc avec un micro qui se contente simplement d'enregistrer le son dans toutes les directions. Qui ne se pose pas la question de filtrer uniquement la voix humaine, etc. Vous voyez la différence ou pas? Alors, il faut vraiment mettre l'écho de côté. Vous voyez comme c'est dégueulasse? Faites l'exercice chez vous, voilà. C'est taisez-vous. Déjà, ça fera du bien à tout le monde, hein, voilà, sans vouloir être désobligeant. Taisez-vous. Écoutez autour de vous. Écoutez fenêtre fermée, écoutez fenêtre ouverte. Vous allez entendre des trucs. C'est dingue ce que vous allez entendre. Même, vous avez un smartphone, enregistré. Vous mettez le dictaphone, vous enregistrez sans rien dire pendant quelques secondes. Et ensuite, vous écoutez ça fort, vous allez entendre des sons que vous n'entendez pas, simplement parce que vous n'y êtes pas attentif. Ah non, justement, c'est pas simplement parce que vous n'y êtes pas attentif. C'est que oui, vous n'y êtes pas attentif, mais à force de ne pas y être attentif, votre cerveau fait des connexions qui vont bien pour que vous ne les entendiez plus du tout. Et on a beau se dire que, ok, c'est efficace, c'est bien, comme ça on n'entend pas les bruits, tout ça, mais ça reste un début de perte d'audition. Et à minima, je le répète, une perte de tonicité auditive. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai conscience que c'était un petit peu décousu, mais c'est le truc qu'il y a, c'est que vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate à titre perso quand on rencontre un expert dans un domaine dans lequel on ne connaît rien, ou alors dans lequel on connaît peu de choses et on n'a pas l'impression qu'il y a grand-chose à savoir. Le gars, d'un coup, il dit non, il y a des comités internationaux, il y a des awards, il y a des machins. On se dit waouh, mais c'est des gens qui ont cette passion-là du son et qui se posent la question de comment est-ce qu'on fait pour vivre dans le confort au niveau sonore. Je remercie évidemment Pascal Ozouf pour son temps, donc l'acousticien de chez Saint-Gobain. Mais j'insiste, c'est-à-dire qu'on aurait pu discuter 3 heures ensemble de ce sujet sans tourner autour du même truc, quoi. Je veux dire, c'est impressionnant comme c'est un sujet qui est passionnant. Je ne vous embête pas plus longtemps, je vous libère dans quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Je vais juste me permettre de faire les trucs d'usage. Ne vous inquiétez pas, ça fait pas mal, on a l'habitude. Clapez alors. Commentaires si vous avez des commentaires à faire, bien sûr. Commentaires, like, abonnement, partage et Tipeee. J'ai toujours un compte Tipeee si jamais le cœur vous en dit. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. D'ici là, bien sûr, restez curieux.